Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous rejoindre dans les studios de Charaga pour votre hebdomadaire réflexion. Nous avons entamé il y a 3 semaines un retour en histoire en traçant une cartographie religieuse en Afrique du Nord depuis l'avènement de l'islam jusqu'à nos jours. L'objectif étant d'avoir une vue globale et sereine sur un passé riche et multiple qui nous permet de réinterroger et interpréter nos connaissances afin de mieux comprendre les enjeux et les mutations sociétales actuelles. Pour ce 4e volet autour d'une cartographie religieuse en Algérie pendant la période coloniale, nous aurons avec nous M. Kamel Chekket, chercheur membre de l'association des oulémas des pays du Sahel, professeur Cherif Driss, chercheur en sciences politiques, et Dr Messoud Boujnoun, chargé d'études au Haut Conseil islamique. Alors nous sommes déjà en 1830, la France envahit l'Algérie. À ce moment précis, comment peut-on décrire le contexte confessionnel en Algérie, Kabachket? Alors il faut bien comprendre que la religion dominante, on va dire à 99%, au moins 99%, c'est l'islam. Et là, nous parlons de pratiquement 12 siècles et quelques d'islam. Certaines thèses tendent à vouloir démontrer de manière que je qualifierais de tirer par les cheveux, qu'il y avait d'autres religions ici en Algérie et en Afrique du Nord, notamment le judaïsme et le christianisme. Il faut savoir que le christianisme n'a jamais été une religion dominante dans ce pays. C'était une religion qui était confinée là où il y avait des garnisons. Elle était cantonnée aux garnisons romaines de l'époque. Il est vrai que dans l'histoire religieuse de ce pays que nous appelons actuellement l'Algérie, il y a eu même des guerres de religion, mais beaucoup plus entre factions chrétiennes contre chrétiens et musulmans. Il n'y a pas eu de guerre entre l'islam et les non-musulmans ici en Algérie. Il y a eu avant la venue de l'islam, par exemple, entre autres épisodes, nous citerons les guerres qu'on peut qualifier de fratricides qu'il y a eu entre les armées romaines et les donatistes, qui étaient des berbères chrétiens, mais beaucoup plus unitaristes, qui n'étaient pas dans la logique de la Trinité. Ils ont été sévèrement réprimés par les Romains et beaucoup plus sous l'impulsion, entre guillemets, théologique de saint Augustin. C'est lui qui était derrière pratiquement ce génocide. La religion donc chrétienne se trouvait dans quelques points de l'Algérie, là où Rome était représentée par son arsenal militaire ou ses garnisons militaires. Pour ce qui est du judaïsme, il y a eu une thèse qui a voulu faire croire que le judaïsme a été transporté un peu partout. Ceci est faux à plus d'un titre. Premièrement, les Juifs ne font pas de prosélytisme religieux. Dans l'esprit juif, n'est juif que celui qui est né juif. Le Dieu est le Dieu d'Israël, la religion est la religion d'Israël, et puis il y a... Le peuple est élu de Dieu. Comment? Le peuple est élu de Dieu. Le peuple est élu de Dieu. Et il y a cette notion de juif et de goy, ou goïm au pluriel. Le juif et les gentils, par exemple, les akoum. Ça veut dire que nous n'avons pas à appeler les gens à venir à notre religion. Cette religion n'est faite que pour nous, les juifs. Et ne peut accéder à cette religion que quelqu'un qui pourrait y parvenir par le biais de l'esclavage, par exemple, où il y a des moyens. Sinon, elle est héréditaire. Non, elle n'appartient à personne. Elle est à eux uniquement. Et les Juifs n'ont jamais eu pour principe de transporter cette pensée, de transporter, soi-disant, la religion de Moïse, alayhi salam, aux nations, les Oumamiyin. C'était leur religion. Alors dire que les Juifs, oui, ils sont allés un peu partout, ils ont fait du commerce, non. Les Juifs étaient des pasteurs nomades qui ont vécu dans une zone géographique très très limitée. Ils n'ont commencé à avoir du monde qu'avec les conquêtes musulmanes, parce ils étaient assurés de ne point être inquiétés
pour leur choix, pour leur confession religieuse, sous la domination musulmane. C'est ainsi qu'ils ont pu sortir de cette zone qu'on appelle actuellement l'Orient pour aller vers l'Europe, jusqu'en Andalousie et peut-être même jusqu'aux États-Unis. Justement, ceux qui ont fui l'Inquisition en Andalousie... Ça va venir après, mais je voudrais juste, parce que quand on parle de thèse, par exemple, il y a une... jusqu'en 1980, le Zimbabwe s'appelait la Rhodésie. Il était sous la domination d'un groupe se réclamant de la pensée africanaire. C'était des Belges racistes. Et donc le noir, le négro, entre guillemets, c'était un sous-humain en quelque sorte. Et il y a eu, au Zimbabwe, dans l'ancienne Rhodésie, il y a un site archéologique monumental, un chef-d'œuvre d'architecture qui remonte peut-être à la plus haute antiquité. Et de par le racisme académique qui a toujours caractérisé l'esprit eurocentriste, on a voulu faire croire aux gens que, bon voilà, ce n'est pas l'homme noir qui a construit la grande Zimbabwe, ce sont les Juifs. Un certain Karl Mauch, un archéologue allemand, apparemment d'origine yiddish, a dit, quand il a dit que c'était des Juifs qui avaient construit cela, on lui a dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il a dit, bah, j'ai analysé les boiseries des fenêtres, de ce qui faisait office de fenêtres et de portes à l'époque, et le bois avait la même odeur que mon crayon qui est fait à partir du cèdre du Liban. Donc ça ne peut être que des Juifs qui soient allés là-bas pour construire tout ça. Très scientifique comme analyse. Ah oui, et il a fallu attendre 1925, une archéologue britannique qui s'appelle Gertrude Keaton Thompson, et il y a même un article que vous trouverez sur Internet et dans certaines revues. On parle d'archéologie raciste, de racisme archéologique. Elle a dit non, ce sont bel et bien des Noirs qui ont construit cela. Les Juifs n'ont rien fait. Et d'ailleurs, elle a été carrément mise en quarantaine depuis cet article. Donc, il y a plusieurs thèses. Même ici en Algérie, il y a certains mouvements qui veulent nous faire croire que oui, avant, les Berbères, c'était ce qui était en rapport avec l'Égypte, étaient de confession, on va dire, judaïque, ce qui est totalement faux, parce que depuis que la dynastie pharaon a pris naissance, la domination religieuse a toujours appartenu aux Égyptiens et non aux Juifs. Les Juifs étaient considérés comme pratiquement des esclaves. Donc, quand on parle de l'Algérie, il y avait des religions païennes. Avec la venue de l'islam s'est super bien propagé. Il s'est propagé pacifiquement. Il n'y a pas eu de... Oui, on a réglé cette question-là. Oui. Et puis, il y a eu des Juifs par la suite. On a commencer à avoir une communauté juive et même chrétienne prendre de l'ampleur sous domination musulmane, parce n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de Juifs qui sont revenus d'Andalousie avec les musulmans. Oui. Une partie est allée en Turquie, sous Bayazid Ier, si je ne m'abuse, et une autre partie est venue ici. Ils ont fui l'Inquisition, parce que là-bas, on les appelait les Maranos, qui veut dire porc, c'est-à-dire que même quand ils se convertissaient au christianisme, ils devenaient des porcs, pas plus ni moins. Mais faut pas oublier que même en cette logique qui était celle de l'Inquisition, c'est-à-dire quiconque ne fait pas partie de ma confection ne peut avoir la considération d'un humain. Donc honnêtement, toutes ces thèses, vous trouverez une multitude d'auteurs qui ont écrit sur le sujet, voulant faire croire que la religion d'origine de l'Algérie actuelle, c'était le christianisme. Toutes ces thèses sont fausses. Elles ne s'appuient sur aucun argument valable. L'histoire est là, elle est ce qu'elle est. Il y avait des religions animistes, des religions païennes, et il y a eu la venue de l'islam. L'islam s'est propagé, et depuis lors, depuis la venue des premiers musulmans, c'est l'islam qui est une religion dominante. Et elle a dominé beaucoup plus que les religions anciennes. Très bien. De toute façon, on va dépasser cette polémique. Et on est donc en 1830, au moment de l'invasion, Cherif Idriss. Alors, les maréchaux français ont balancé des tracts
juste avant d'envahir l'Algérie, affirmant qu'ils étaient venus pour libérer l'Algérie de la dictature du Dey et qu'ils allaient protéger toutes les structures, les infrastructures liées à la religion musulmane. C'est pas du tout ça ce qu'ils ont fait. La première, peut-être grosse attaque qui a été réalisée à Alger, c'est l'attaque contre la mosquée de Kitchawa et qui a fait un chiffre faramineux en une journée. Je pense 4000 morts. Les Français s'en défendent et disent non, il n'y a pas eu 4000 morts, il n'y en a eu que 2000. Ouais, que 2000, allez, 2000. Donc 4000 morts en une journée, ça c'est pour libérer les Algériens de la dictature du Dey. Enfin, bien entendu, il fallait légitimer cette action militaire. Ils ne pouvaient pas dire aux Algériens que nous sommes venus comme envahisseurs, que nous sommes venus pour vous déposséder de vos biens, de vous spolier vos terres. Il a fallu donner, si vous voulez, une crédibilité à une action qu'ils appellent, eux, civilisatrice. En fait, quand le traité de capitulation a été signé entre le maréchal de Bourmont, qui était le représentant de l'empereur Charles X, avec le Dey, il y avait dans le traité le respect du culte musulman, c'est-à-dire notamment l'article 5, à travers lequel les colonisateurs français s'engageaient à respecter le culte musulman, notamment respecter les biens, les domaines, les habous, tout ce qui s'ensuit. Mais rapidement, cet engagement a été renié. Le 7 décembre 1830, il y avait un arrêté qui considérait ce qu'on appelle le droit de séquestrer ces domaines. Donc c'est le premier acte à travers lequel le colonisateur français a démontré sa mauvaise foi, en fin de compte, qu'il n'était pas là pour venir dans une mission civilisatrice, de respecter la religion musulmane, mais il avait commencé progressivement par toucher l'un des fondamentaux de cette espèce, qu'on appelle le habous, les domaines. D'ailleurs, ça serait bien d'expliquer de rappeler que des études ethnographiques faites par des militaires, bien avant 1830, en tout cas dans juste la période avant 1830, sont venus pour étudier comment est géré le culte musulman en Algérie, sur quoi il se basait, quelle était sa force. Et ces études-là ont démontré que la principale entrave et qui pourrait faire face aux Français en Algérie, c'est bien l'islam. Oui, bien entendu. C'est pour ça qu'ils ont confisqué tous les habous. Non, ils ont commencé de façon méthodique et systématique, progressivement. Parce qu'ils savent pertinemment que l'islam reste le ciment en sein des Algériens, les Algériens. Deuxième élément, que les mosquées, les instances du culte jouent un rôle très important. Ils ont un rôle économique, bien sûr. Troisième élément, on le verra par la suite à travers l'islam confrérique. Les confrériques qui ont joué un rôle d'avant-garde dans la mobilisation, dans la lutte contre l'invasion française. Donc, il fallait décréter un petit peu, légitimer à travers la promulgation de certains arrêtés et décrets. Le premier, c'était le 7 décembre 1830. Par la suite, il y a eu des tentatives en 1851 à travers la reproduction du même schéma adopté pendant les Turcs, les classifications dans les fonctions entre imam, qadi, muezzin et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, ces tentatives visaient plus à déposséder, si vous voulez, la production de la norme juridique en islam en donnant ce qu'on appelle sous l'ordre colonial, c'est-à-dire produire ce qu'ils appellent, eux, un islam légitimiste. Et que l'État colonial serait le seul à produire la norme juridique. Puis, la politique a continué, notamment à travers les bureaux arabes, à travers ce qu'on appelle le royaume arabe de Napoléon III, avec son idéologue principal, Ismaël Urbain, avec ses fameux travaux sur l'Algérie algérienne, puis l'Algérie française, aidés par les Saint-Simoniens, certains publicistes, contre les colonistes. Bon, on arrive par la suite vers la loi de 1905. Mais ce qu'il faut retenir, il y a deux éléments qui sont très importants, à mon sens, dans le rapport que le colonisateur français avait vis-à-vis de l'islam. Ce rapport était façonné par deux paramètres très importants. Un paramètre par rapport au rôle de la religion musulmane au sein de la société algérienne, qui a été révélé à travers les mouvements de résistance, aussi bien par l'Imam Abdelkader, par Cheikh Bouamama, par Cheikh El-Mokrani El-Haddad, Fatma El-Soumer, et
et j'en passe. Deuxième élément, c'est par rapport au conflit qui existait au sein de la métropole entre, si vous voulez, les militaristes qui pensaient que l'action, l'intervention, l'invasion militaire devrait continuer et aller vers une colonisation pure et simple, et ceux, notamment au sein du Parlement français, qui s'y opposaient, qui disaient finalement on est là pour occuper, on n'est là pas pour coloniser. La balance a penché de 1830 jusqu'à 1839 vers ce qu'on appelle le courant anticolonialiste. Après le renversement du gouvernement de Charles X et la mise à l'écart du maréchal de Bourmont, mais par la suite, le retour en force du courant militariste à travers les bureaux arabes, c'est lui qui a fait en sorte que la remise en cause du statut de l'islam au sein de la société algérienne. Il ne s'agit pas pour le colonisateur français d'éradiquer carrément la religion musulmane, si vous voulez, d'aller vers des citoyens chrétiens, parce qu'il ne s'agissait pas de faire des Algériens des citoyens français. Il fallait qu'ils gardent cet aspect de coloniser corvéable à merci. Tout à fait. Mais ce qu'il s'agissait en fin de compte, c'est de neutraliser cet islam qui est le ciment et de l'insérer dans un schéma colonial. À dire vrai. Schéma colonial, une population de seconde, troisième catégorie. Après, cela sera légitimé et institutionnalisé à travers le code de l'indigénat. Oui. Mais il s'agissait en fait pour les Français de faire, l'Algérie était ce qu'on appelle un laboratoire pour la politique coloniale de la France. Qui dit laboratoire, ce n'est pas uniquement dans son aspect d'organisation administrative et politique, ce n'est pas dans son aspect uniquement par rapport à revoir le schéma économique à travers la spoliation des terres par une politique de la terre brûlée, par une politique d'imposition d'impôts rédhibitoires, mais aussi par une redéfinition du schéma, ce qu'on appelle de la relation vis-à-vis de l'islam et la gestion du culte. Donc, la réussite de cette politique allait permettre aux colonisateurs français de faire un essaimage à travers les autres territoires. Et on le verra par la suite, pardon madame, si vous permettez, comment la gestion, ce qu'on appelle le rapport à l'islam, a été refaçonnée selon une vision coloniale. En fin de compte, j'espère qu'on aura le temps de s'apaisantir sur la question par la suite. Quand il y a eu la loi de 1905-1907, le débat, c'était de dire est-ce que la loi serait applicable au territoire algérien comme il le considérait, ou bien cette loi ne s'applique pas aux musulmans, en ce sens que les musulmans n'étaient pas des citoyens français, mais étaient des citoyens de seconde zone. Donc là, le débat était, si vous voulez, un débat franco-français, à travers notamment après entre les partisans du royaume arabe, les colonistes purs et durs, et puis le débat entre ce qu'on appelle le rapport à l'Église. Parce que le rapport à l'islam était déterminé, si vous voulez, par un rapport à l'Église. Revoir le rapport à l'islam, c'est-à-dire passer par la séparation vis-à-vis entre le temporel et le spirituel, c'est la remise en cause du statut de la religion chrétienne comme élément structurant de l'habitude sociale française, des rapports sociétaux, même le rapport à la politique, ce qui impliquait, il voulait faire de ce modèle, le rapport à la chrétienté, comme le nouveau modèle, le rapport à l'islam. Donc il ne s'agit pas pour le colonisateur français d'aller vers une éradication pure et simple de l'islam, parce qu'ils ne pouvaient pas, les Algériens l'ont démontré, ils ont essayé parce que les Algériens ont démontré à maintes reprises qu'ils étaient très attachés, et l'action armée qui a été menée par les grands leaders qu'on a mentionnés comme Emir Abdelkader, Cheikh Boumama, Al-Muqarrani et autres ont démontré qu'en fait la religion était un élément fédérateur et un ciment face auquel les politiques coloniales françaises ont buté. Oui, il ne faut pas oublier aussi que la France est la digne fille de l'Église et qu'elle était absolument et qu'elle est peut-être la digne héritière aussi des Templiers. Et elle restait en 1830 très traumatisée encore de l'échec des croisades. Et c'est ce qui explique peut-être ces études faites par ces ethnographes militaires qui ont tout fait pour justement tenter d'éradiquer l'islam, en tout cas sa force de gestion de la société. Je voudrais qu'on revienne justement sur ces habous. Parce qu'il faut comprendre que les habous, c'était pour
pour les études, c'était les mosquées, c'était les écoles coraniques, c'était l'aide. Les œuvres de bienfaisance. Voilà, les œuvres de bienfaisance. Pour donner juste un exemple, à Alger, il y avait 125 ou 130 mosquées, écoles coraniques, etc. Il n'en restait plus que 4, je pense, en 62. Il y avait tout plein de manuscrits, des anciens écrits, et les exégètes, les chercheurs de l'époque, les chouyours de l'époque, ils ont tenté de protéger ces écrits, juste pour donner un exemple, en les plaçant sous la peau les mettant sous la peau des chiens. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je voudrais revenir justement sur l'arrivée des Français, des colonialistes français en Algérie. Le docteur Cherif a parlé du maréchal de Bourmont. Dès l'arrivée du maréchal de Bourmont à la tête des forces colonialistes, il leur a fait un discours, d'ailleurs qui est très célèbre, qui se trouve même, on peut le trouver sur Internet. Il a dit à ses soldats: vous venez d'ouvrir avec nous les portes de l'Afrique au christianisme. Donc il a annoncé les couleurs dès son arrivée en Algérie. C'était une autre croisade pure et simple. Absolument. Donc, et justement, le premier acte qui a été accompli par les colonialistes par rapport à l'islam, c'était bien sûr, comme vous l'avez dit, la transformation de la grande mosquée Kchawa en cathédrale. Donc, et on y a chanté l'Afrique appelle le oui, Christ. tout à fait, exactement, dès leur arrivée. Et puis, ça a été une politique d'évangélisation tout azimut. Le cardinal Lavigéré avait les mains libres pour évangéliser les Algériens. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait la fameuse famine de 1800, je pense, entre 1840 et 1850, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des milliers de morts. Donc, il a pris tous les orphelins, il a créé 3 centres d'évangélisation. Le premier se trouve en Kabylie, à Michelet. Le second dans la vallée du Chélif, du côté de l'Asnam, Ouadfadda, plus exactement. Et le troisième, il était au Sahara. Donc, justement, le docteur Cherif Dess a parlé de la réaction des élites musulmanes de l'époque. Il y avait des notables musulmans de l'époque qui ont protesté justement contre cette politique de la Vigérie. Ils ont saisi même l'État français, le gouvernement français, en disant que vous avez donné votre parole, l'État français a donné sa parole. Et d'ailleurs, je vous conseille, je vous recommande de lire un livre très intéressant à l'époque, c'est Le Miroir de Hamza al-Khoudja. D'ailleurs, c'était la seule référence à l'époque de ce que les Français ont fait, et même des promesses non tenues par les Français par rapport aux notables musulmans de l'époque. Ils leur ont dit que nous allons respecter les structures de l'islam de l'époque, comme les mosquées, les biens de main morte, le habous, le waqf. Et les Français n'ont pas tenu leur parole, comme ils n'ont pas tenu leur parole vis-à-vis de l'émir Abdelkader, qui, lorsqu'ils ont fait l'accord avec lui, et c'était même l'archevêque d'Alger, le premier archevêque d'Alger, le cardinal Dupuche, ils ont convenu avec l'émir qu'il sera transféré en Syrie sur sa demande dans un pays musulman. Et finalement, il s'est retrouvé en France pendant plusieurs années, emprisonné avec ses proches. Donc, pour revenir justement à votre question,
C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Alger à elle seule comptait plusieurs centaines de mosquées. Et qui dit mosquée, dit bien sûr les infrastructures de base qui accompagnent la mosquée, Les médersas. le waqf, exactement, les médersas, les écoles. Normalement, selon certaines sources, il devait, à Alger seulement, il devait y en avoir au moins 200. La majorité ont J'ai été... trouvé 125. Non, 200. Au point où il y a un historien français dont j'ai oublié le nom qui a dit qu'avant la colonisation de l'Algérie, les Algériens l'instruction était plus élevée le niveau qu'en France. Donc c'est dire que juste pour vous donner, selon les archives d'Aix-en-Provence, je me fie à Mohamed Lamine Belghit et Al-Hadi Al-Hassani, à l'Arba'ana Tiratin, en plein montagne, il y avait 46 écoles. Sur 3000 mairies françaises, de 2700 n'en avait pas. Le taux de lettrés à Alger, enfin en Algérie de manière générale, c'était au moins 95 à 96 pour les femmes, de lettrés. Pour les hommes, c'était 98. C'est-à-dire qu'ils savaient lire et compter. Ils savaient lire, écrire, compter, ils étaient lettrés. Exactement. Et quand on allait dans une école, on avait un lexique très très développé, on avait un esprit hyper développé et justement une réussite de la colonisation passée par une politique de l'ensauvagement, tel que ça a été. Et il y a un livre justement que je recommande aussi de lire qui s'appelle Le pillage d'Alger, ou Le sac d'Alger. C'est Le pillage d'Alger, écrit par un Français, justement qui montre comment la France a procédé justement dès... Pierre Péan. Oui, je pense, oui. Alors que ce qu'ils ont détruit comme bibliothèque, comme ouvrage, comme manuscrit. Et ça a commencé avec le frère de la Vigerie, avant même que ce dernier. Et ce qu'ils ont pris aussi avec eux. Donc, il y avait une politique systématique de détruire la mémoire collective algérienne, qui est bien sûr composée du triptyque actuel qu'on connaît, c'est la majorité, la berbérité, l'arabité et l'islam. Donc ils ont tout fait pour détruire cette mémoire ancestrale et partant pour faciliter l'occupation des esprits avant celle du territoire. Juste pour abonder dans ce sens-là, c'est que le colonisateur français avait pour souci d'être le producteur de la norme juridique. Il me semble que, si je ne me trompe pas, c'est qu'entre 1861, 61 ou 81, plutôt 61 me semble-t-il, ils ont commencé par édicter un ensemble d'interdits, plutôt criminalisation de certaines pratiques, Et dans le cadre de cette socle juridique d'interdit, il a été élargi vers certaines pratiques, comme par exemple contrôler les associations, contrôler le pèlerinage et même contrôler les prêches. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit auparavant, c'est que le souci de le colonisateur français d'arriver vers un islam légitimiste. Qui dit l'islam légitimiste? Ce n'est pas un islam codifiant des normes, parce qu'il y a une norme juridique au sein de l'islam. Mais la norme juridique telle que conçue par les musulmans ne cadre pas avec une certaine vision colonialiste. Et cette vision colonialiste était antinomique par rapport à certaines pratiques telles que par exemple contrôler les prêches, contrôler le contenu des enseignements dans certaines écoles coraniques et même certaines pratiques culturelles comme le pèlerinage. Le fait qu'en 1851 ou 55, quand il y a eu un nouveau arrêté, dans lequel les Français avaient reproduit les classifications des fonctions telles qu'elles ont été produites sous l'ère ottomane. L'idée, c'était quoi? L'idée, en fait, d'arriver vers un islam fonctionnalisé. C'est-à-dire contrôler ce que font les médersas, ce que font les imams, contrôler comment sont gérés certains domaines, le habous. Le mufti était nommé par... Tout à fait. Et même, après, on le verra par la suite avec le sénatus consul qui a été proposé, quand l'idée
d'aller vers suggérer peut-être qu'il y aurait une certaine citoyenneté pour les Algériens. Il y avait notamment certains fondements par rapport à la foi. Par rapport à la foi, tels que les Algériens devaient renoncer à certaines pratiques pour ce qui est du mariage, pour ce qui est de certaines choses, et même la notion de l'enfant mort-né ou quelque chose comme ça, qu'il fallait l'abjurer. Donc c'est dire qu'en fait, la norme juridique que le colonisateur voulait ériger, on lui a donné une définition extensive qui impliquait, dans lequel les interdits impliquaient même certains cultes, certains rituels en rapport avec l'islam, en rapport avec la façon de faire le pèlerinage, certains contenus... C'est bien que vous parliez de ces politiques-là de contrôle. Il y a deux exemples qui sont très importants à citer. Celui d'abord de l'infiltration des troupes de l'Amir Abdelkader par Léon Roche, qui était un espion qui s'est soi-disant converti à l'islam. Et qui a laissé un livre qui s'appelle 10 ans à l'ombre de l'islam ou quelque chose comme ça. Et qui a après a sollicité des fatwas en dehors de l'Algérie. Et le deuxième exemple, si vous permettez, le second exemple, et je vous laisserai continuer, le second exemple, celui de Trelard, qui a donc mis ce fameux moufti, le moufti de l'Algérie, que les Algériens ont refusé. D'ailleurs, il a eu après des rapports où c'était stipulé que les Algériens n'écoutaient pas ce moufti-là, mais écoutaient leur chouyour. Il y a eu après le fameux cri, il faut voir avec que ces chouyours choisissent soit l'extradition, soit la paille mouillée, en référence à la prison. Oui, nous sommes dans une pratique de l'instrumentalisation du religieux telle qu'on la voit à l'heure actuelle. Absolument. L'histoire se refait. Moi, ce qui me tue, c'est que cette politique a aussi été menée par des musulmans après les périodes coloniales dans tout le monde musulman. C'est ça qui me tue. Racontez-nous un peu, Léon Roche. Léon Roche est allé vers les points culminants de l'islam, les hauts lieux de la théologie musulmane, tels que le Qarawiyyin, Zaytoun al-Azhar, et il s'est approché de gens qui faisaient ce que j'appelle actuellement de la prostitution religieuse pour plaire à l'autorité de l'époque, à l'autorité coloniale, et qui diffusent comme ça des fatwas juste par intérêt. Le phénomène existe toujours, hein. Là, en Algérie, vous avez des gens qui vous balancent n'importe quoi sur Internet et en attendant d'être insultés, calomniés ou pour recevoir des menaces de mort afin de pouvoir faire une sorte un asile politique en Occident, moyennant une poignée d'euros. Donc c'était la même chose. Et ces fatwas ont été ramenés en Algérie pour essayer de convaincre les gens que la présence même du colonialisme français émanait de la volonté de Dieu. Une fatalité. C'était une fatalité et que s'opposer à cette fatalité, c'est s'opposer au décret de Dieu. Vous imaginez? Et ils ont trouvé des gens pour faire ça. Mieux encore, vous savez que à l'heure actuelle, quand vous voyez Jérusalem, Ha'it al-Buraq, qu'on appelle le mur des lamentations, beaucoup de gens pensent que la chose remonte à la plus haute antiquité. Ça remonte peut-être à avant Moïse, mais ça n'est pas le cas. Le mur, il y a un rituel religieux, je ne sais pas, une sorte de liturgie chez les Juifs qui consiste à se lamenter. Les Juifs avaient l'habitude de se réunir et de se lamenter sur le passé, un passé plus ou moins supposé être glorieux. Et en 1916 à peu près, ils ont commencé à faire ça du côté de Ha'it al-Buraq, Harat al-Maghariba, cette partie de l'esplanade des mosquées qui a été donnée en dotation, en waqf, à Salah ad-Din al-Ayyubi, à Sidi Boumediene, qui a perdu son bras là-bas. Et Sidi Boumediene, rahmatullahi alayhi, a aussi acheté plusieurs hectares de terre là-bas qui étaient laissés, c'était des terres agricoles qui produisaient, donc qui généraient des richesses, qui devaient servir les étudiants venus du Maghreb, qui allaient là-bas étudier chez le Maqadissa,
le Maqdisiyin plutôt. Et donc, à partir de 1916, les Juifs ont commencé à se rencontrer là-bas, ce qui, avec le temps, vers 1919, 1920, ça a commencé à créer des troubles avec les musulmans, parce que tout le monde prenait conscience que les Juifs jouaient là un très très mauvais jeu et qu'il y avait des desseins derrière tout ça. Et donc, les choses se sont envenimées au point où la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU actuelle, on dit que c'était sous impulsion britannique. Mais en fait, c'était les Français qui étaient derrière. Les Français voulaient avoir la même mise sur les waqf appartenant aux Algériens. Parce que quand on dit Harat el-Maghariba, il faut bien comprendre que l'entité dominante, ce n'était ni les Marocains ni les Tunisiens d'aujourd'hui. C'était ceux du centre, c'était les Algériens. Tout comme c'est le cas pour l'actuelle mosquée de Paris. En 1920, ceux qui ont mis le plus de fonds, c'était les ouvriers algériens, pas marocains et pas tunisiens. Donc les autorités françaises, voulant avoir la même mise sur ces waqf, ont un peu aidé, contribué à ce qu'il y ait une cour de justice et qui a fini par jeter le désaveu sur les Juifs, disant que l'esplanade des mosquées, Ha'et al-Bouraq et tout ça appartenait aux musulmans et historiquement parlant, il n'y avait aucun fondement sur ces fameuses lamentations et les lamentations ont été interdites. On leur a cependant donné, je ne sais pas moi, je crois 8 mètres carrés à peu près, où les Juifs pouvaient se réunir pour se lamenter. Mais le mur ne faisait pas du tout partie de ce rituel dit religieux comme c'est le cas actuellement. Ceci pour vous dire que les Français de l'époque ont tout fait, ils sont allés jusqu'à dénigrer les Juifs pour obtenir, par intérêt pratiquement. Donc, tous les référents, tout a été mis en œuvre pour avoir la même mise sur des richesses. Et là, le référent religieux avait une place de choix. Donc c'était les fatwas, c'était les recherches qui ont été entreprises sur les waqf algériens, passées par des cadis algériens. C'était eux qui étaient censés donner aux Français des comptes rendus sur ce que possédaient les Algériens là-bas, etc., via des documents officiels de l'époque. Et ça, c'est fait. Et le plus drôle, si vous permettez, le plus drôle que la France, à cette époque-là, appliquait la règle de la laïcité en ce qui concerne la séparation entre l'État et la religion. Mais en ce qui concerne l'Algérie, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, l'association des ulémas avait beau revendiquer et réclamer la séparation entre l'État et la religion, et la France n'en voulait pas. Oui. Et justement, en parlant de l'association des ulémas et son rôle crucial, c'était après le centenaire de la colonisation qui a été célébré de façon fastueuse par la France pour dire que ça y est, l'Algérie, elle est acquise. Elle est acquise, elle est redevenue ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une terre chrétienne. Et de Dunkerque à Taman Rasset, ça a toujours été une terre chrétienne. Exactement. Une terre gauloise. Voilà, c'était en 1931 que l'association de ulama a été créée par plusieurs théologiens musulmans de toute tendance. C'était pas uniquement les ulama, il y avait même les confréries dont on parlait, au début, oui. parlait le docteur Chérif Driss, les confréries. C'était une association qui regroupait tous les Algériens. Et justement, c'était une réponse. Oui. Une réponse à la France pour lui dire que l'Algérie est toujours musulmane et elle le restera. D'ailleurs, ils ont essayé, comme vous le racontez depuis tout à l'heure, de contrôler cet islam qui était en fait l'élément fondamental pour eux dans la résistance, dans la perpétuation de cette résistance. Et ils ont tout essayé. Mais les musulmans, les Algériens musulmans, ils ont donc, au contraire, ils ont utilisé d'ailleurs la berbérité, la mazirité, le kabyle, le chaoui, pour faire face à ces attaques. Ils ont même utilisé le français pour justement sauvegarder le patrimoine musulman. D'ailleurs, André Servier, il en parle dans Le péril de l'avenir. Il dit « Ces Algériens qu'on éduque chez nous,
jusqu'au certificat, à l'époque c'était maximum jusqu'au certificat, et qui après continuent de sauvegarder leur religion. Entre autres, Malik Ben Nabi qui avait une formation scientifique et francophone. Et vous savez, le rôle joué aussi par Malik Ben Nabi dans l'éveil des consciences, c'est extraordinaire. Malik Ben Nabi, Ben Chneb. Exactement. Vous avez aussi les grands cadres aussi. Et compagnie. Beaucoup de cadres. Ben Rahal. Il y avait une élite de l'armée de libération. Oui, et ensuite, le colonel Lotfi était Farhat Abbas et compagnie aussi qui ont joué. Le rôle important maintenant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, de Jamaïat Ulama Muslimin, justement. Quel a été ce rôle? Comment il s'est construit? En fait, Jamaïat Ulama Muslimin, c'est-à-dire bon, à l'origine, quand elle a été créée, l'objectif c'était, elle n'avait pas d'objectif politique strictement sensu, très déclaré, comme cela a été le cas pour l'ENA, l'État nord-africain, ou après le PPA, ou même le courant assimilationniste. Pour elle, l'idée essentielle, c'est que la libération contre le colonialisme se fait par la libération de l'Algérien. Il faut préciser que excusez-moi, que cette association, à la base, a été créée comme une association culturelle, pas comme une association religieuse. La préservation de la personnalité algérienne. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est venue... C'est très intelligent, d'ailleurs. Elle est venue combler un déficit criant, à savoir un déficit d'instruction. Le colonialisme français avait dans sa stratégie de légitimer sa domination, la conforter à travers une politique si vous voulez, de restreindre l'accès à l'instruction, à l'enseignement aux Algériens. Au mieux s'ils pouvaient atteindre le niveau de certificat ou de fin d'études. Donc l'idée à l'origine, c'était une idée très intelligente de dire en fin de compte, la libération de l'Algérien commence par son instruction, sa formation. C'était une association culturelle. Elle devait, comme je l'ai dit, combler un déficit parce que l'écrasante majorité des Algériens n'avaient pas accès à l'enseignement. Il fallait offrir aux Algériens cette possibilité de s'instruire, de se former et de s'éduquer. Donc c'était l'élément... Les écoles libres. Ce qu'on appelle les écoles libres, voilà. Bien entendu. Et là, il y avait un vrai problème par rapport à l'État colonial, c'est que, Dr Bouginou l'a bien mentionné, c'est que même la loi de 1905, elle a été appliquée en France, mais elle n'a pas été appliquée en Algérie. L'association des ulama a beau demander son application, mais le colonisateur français a refusé. En fait, dans l'esprit du colonisateur français, c'est que l'Algérie, c'est une continuité géographique, une continuité politique, une continuité économique et stratégique, mais d'un point de vue religieux et culturel, il y a une discontinuité. C'est-à-dire que la gestion du culte devrait prendre comme spécificité la situation des Algériens et de ne pas appliquer un modèle, à savoir le modèle de la séparation de l'État de l'Église à l'Algérie. C'est comme si on a l'impression qui se dégageait à l'époque, c'est dire que finalement, ce territoire, il est là pour être exploité, ce territoire, il est là pour être reconstruit, mais pour servir à des desseins coloniaux. Mais ce territoire n'était pas éligible à la modernité. Voilà à peu près le schéma l'état d'esprit qui a animé certains colonisateurs français les plus radicaux. Le fait de dire que de ne pas accepter les revendications, ce qu'on appelle de l'association des ulama, d'appliquer cette séparation, le message qu'il voulait renvoyer, c'est que vous n'êtes pas éligible, ce qu'on appelle à un statut civilisationnel, vous n'êtes pas éligible à la modernité. Oui, juste deux petites questions à la fin, Kamal Chikhet, pour parler justement du mouvement islahiste et du mouvement nationaliste. Oui. Donc il y a le mouvement islahiste et nationaliste qui ont, dès 1930, insisté sur la sauvegarde de l'islam. Il y a eu ensuite la déclaration du 1er novembre où l'islam est très bien cité. Le congrès de la Soumam aussi, parce que nombreux sont ceux qui peut-être ne le savent pas, mais le congrès de la Soumam a aussi appelé à sauvegarder cette particularité. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela?
À la veille de l'indépendance. C'est que ceci ne veut dire, à mon sens, qu'une seule chose, c'est que l'islam a toujours été un élément crucial de préservation de l'identité algérienne dans toutes ses déclinaisons. Arabe, berbère, chaoui, appelez ça comme vous voulez. La recette a bien marché face à une puissance de l'époque qui a tout mis en œuvre pour détruire justement cette particularité du peuple algérien, cet élément fédérateur, ce ciment qu'était l'islam. Il faut bien comprendre que les premiers savants, surtout les savants de Jum'iyat al-Ulama al-Muslimin, sans oublier qu'il y a eu aussi un travail qui a été fait par d'autres associations. Il n'y avait pas que Jum'iyat al-Ulama al-Muslimin. Il y avait d'autres congrégations de savants, notamment à Biskra, si je ne m'abuse. Il y en a eu beaucoup ont travaillé dans ce sens. Ce qui était bien, c'est que tout le monde était conscient de cette force que pouvait apporter l'islam. Parce que tout le monde avait en mémoire les bienfaits de l'islam sur cette partie géographique, sur pratiquement 12 siècles et quelques. Ce qui est navrant à l'heure actuelle, c'est que cette politique française, alors qu'elle n'a pas réussi pendant la colonisation, elle a réussi après la colonisation. C'est ça le problème. C'est-à-dire comment elle a réussi? Elle a réussi dans la mesure où maintenant vous avez des gens qui crient à la séparation, il y a des séparatistes, il y a des gens qui, en voilant un peu leur dessein par la culture, veulent faire paraître l'islam comme étant un élément qui a carrément détruit la structure que connaissait ce pays avant la venue de l'islam, l'identité berbère, etc., alors que c'est faux. Il y a eu avec l'avènement de l'islam, tout le monde a trouvé son compte, tout comme c'était le cas en Hongrie, à Vienne, sous la domination ottomane. Donc, cet islam, tout le monde avait compris quel rôle pouvait-il jouer dans les moments les plus difficiles. Là, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Pour ceux qui se réclament à l'heure actuelle de la mouvance, entre guillemets, islamiste, ces gens-là auraient dû rester dans la même ligne de conduite, c'est-à-dire être musulmans sans pour autant labelliser tout par le islamique. C'est-à-dire que du schisme. Oh, bon sang. Vous savez, c'est ça. À l'heure actuelle, on entend « je suis pour une finance qui soit juste, une finance qui soit propice aux attentes des populations. Mais je n'ai pas besoin de l'appeler finance islamique pour que ça marche. Oui. On n'a pas besoin de la labelliser. L'islam était, à l'époque, l'islam était quelque chose de naturel. Et les gens n'avaient pas besoin de se prouver par un accoutrement, par des slogans ou par je ne sais quoi. Ils n'avaient pas ce besoin de légitimer ou de se prouver qu'ils étaient musulmans comme nous le faisons à l'heure actuelle. Nous avons cette tendance à vouloir tout islamiser alors que tout est soumis à la volonté de Dieu. Très rapidement. Pourquoi ils le font ? Pourquoi ils le font? Parce que, contrairement aux premiers, les premiers ont bien compris, voilà, le problème du peuple algérien sous la colonisation, c'était l'instruction. Allons déjà vers l'instruction. Ouvrons les portes de l'instruction à tout le monde. Et quand on va à l'essentiel, on ne fait que dans l'essentiel. Nous faisons dans le superflu. Et qui fait dans le superflu va passer à côté de l'essentiel, fatalement. Donc, on va avoir tendance à faire de la gymnastique là où il n'y a pas lieu de le faire, et on passe à côté de l'essentiel, tout simplement. Autant ceux qui étaient des nationalistes, que ceux qui étaient dans la mouvance religieuse, que ceux qui étaient sous la casquette du culturel, tout le monde œuvrait dans le même sens en prenant en considération les priorités de l'époque. Point barre. Très bien. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette émission. Merci à l'ensemble de l'équipe de la régie mobile HD5 et à la réalisatrice Nadia Cheraïr. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.